Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. On va parler de Pete Hegseth. Il est le secrétaire à la défense de l'administration Trump. Il est dans l'embarras à nouveau. Pourquoi, Valérie? Mais pour plusieurs raisons. Juste peut-être pour rappeler quand même aux gens, c'est lui qui était au cœur de ce qu'on a surnommé le Signal Gate. Donc, il est secrétaire à la défense américaine, ancienne vedette de Fox News. Il était dans cette conversation sur la plateforme Signal où un journaliste avait été ajouté par erreur, où on avait partagé des plans d'attaque du Yémen. Et là, pourquoi il est dans l'eau chaude? Pour plusieurs autres raisons, je le disais. Premièrement, parce que le New York Times a révélé ce week-end, selon plusieurs sources, qu'il aurait eu une autre conversation, ce qu'on appelle en anglais un group chat, donc une conversation de groupe sur Signal avec des membres de sa famille, cette fois-ci, sa femme, son avocat, son frère, où on parlait de ces attaques imminentes au Yémen. Il y a aussi des gens de l'administration de son département, donc de la Défense, qui ont quitté, dit-on, pour avoir donné de l'information à des journalistes. Et ces gens-là ont été dans différents médias pour dire non, attendez, c'est pas vrai du tout, c'est juste parce qu'on s'opposait à certaines idées. Et finalement, la dernière couche, c'est l'ancien porte-parole du département de la Défense qui a travaillé avec Pete Hegseth et qui l'a dit, il a dit, et je cite, c'est le chaos total dans ce département, qu'il y a de l'incompétence. Et alors, ça s'ajoute à... Je pense que j'en ai assez dit là pour... Il y a quand même une bonne liste. Mais peu importe, Donald Trump, lui, donne toujours son appui à son secrétaire à la Défense. On l'écoute. Pete's doing a great job. Everybody's happy with him. It's just fake news. They just bring up stories. I guess it sounds like disgruntled employees. You know, he was put there to get rid of a lot of bad people, and that's what he's doing. OK, donc c'est parce qu'il fait le ménage qu'il y a des gens qui peuvent essayer de le mettre dans l'embarras. Vous en pensez, vous voyez ça comment, Raphaël? Que Donald Trump sent qu'il n'a pas le choix de ne pas reculer dans un climat qui est aussi tribal, aussi polarisé que c'est le cas aux États-Unis depuis les dernières années. Céder ne serait-ce qu'un pouce, c'est vu à tort ou à raison comme étant un signe de faiblesse face à la tribu adverse. Et regardez simplement non seulement la réaction du président, mais la stratégie de communication de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, le principal intéressé dans cette série de scandales et de controverses-là. Il donne une très longue entrevue à un réseau en particulier, Fox News. Pas simplement ancien réseau. Oui, mais je vous soumettrai que c'est pas tant parce que c'est son ancien réseau, c'est parce que c'est le réseau de prédilection de sa tribu, de son parti. Donc, la stratégie est toujours la même foncièrement, rassurer la base de son parti, parce que si on garde notre noyau dur, on se dit on est assez fort pour braver à peu près n'importe quelle tempête. Je ne dis pas que c'est une stratégie sage, je vous dis que c'est comme ça que j'interprète la réaction de l'administration américaine. La grosse question qui va se poser quand même dans le vrai monde, c'est de savoir ça va en prendre combien des controverses, des scandales de la sorte avant que Donald Trump dise, dans ce cas spécifique-ci, ce type-là est tout simplement une source de trop de distraction, trop d'embarras dans ce qui est, il faut toujours le rappeler, le plus important département du plus gros gouvernement jamais créé par l'homme. Donc, quand il y a du chaos, comme Valérie le mentionne, c'est pas du chaos qui est anodin, pardon. C'est fondamental à la mission même de l'État américain. Puis juste pour que les gens comprennent, Valérie, c'est quoi un plan d'attaque? C'est-à-dire, et je comprends que l'administration dit qu'il n'y avait rien de trop confidentiel ou de trop dommageable dans les informations qui ont été transmises, mais c'était quoi l'information? Bien, c'est de dire exactement à quelle heure il y allait avoir des frappes au Yémen, c'était quoi les cibles, sans donner tous les détails, quel type d'avion, les drones qui ont été utilisés. Alors, avant même que ça se passe, c'est pas quelque chose qu'on a dit après, c'est quelque chose, par exemple, de dire, bien, à 11 heures, il va y avoir des chasseurs qui vont se rendre à un endroit X. Et je rappelle qu'il y a un journaliste, qui n'est pas juste un journaliste, là, qui est le rédacteur de The Atlantic, qui avait accès à cette information-là. Donc, on peut imaginer si c'est quelqu'un d'autre qui avait accès à cette information-là, comment ça peut être un danger pour les pilotes, un danger pour l'opération en général. Donc, si l'information était tombée entre les mains de gens qui auraient pu des ennemis des États-Unis ou peu importe. Et on s'attend à ce qu'ils aient des communications encryptées, ces gens-là, n'est-ce pas? Oui, parce que Signal est encrypté, entre guillemets, là, dans le sens que c'est plus sécuritaire que Messenger ou d'autres plateformes qu'on peut connaître. On peut l'utiliser. Il y a des journalistes qui le font aussi pour protéger les sources, mais ce n'est pas gouvernemental et ce n'est pas la norme. Et un mot très, très rapidement additionnellement par rapport à ce que Valérie mentionnait par rapport aux fuites. Parce que ça a peut-être été moins couvert, mais lorsqu'on parle de chaos et de réelles questions qu'il y a au sein de ce département-là, ça, c'en est une qui est fondamentale. C'est-à-dire, quelle est la vérité derrière cette histoire-là? Parce que un employé en particulier qui a été démis essentiellement de ses fonctions à la toute fin de la semaine est sorti publiquement dans les dernières heures en disant non seulement, et je le mets en guillemets, là, je ne fais pas partie de l'État profond, je suis un ancien collègue de Pete Hegseth,
je voulais et je veux toujours qu'il réussisse comme secrétaire à la Défense et je n'ai jamais, au grand jamais, partagé quelque information que ce soit avec qui que ce soit dans le monde des médias. Donc, c'est un petit peu difficile à savoir de l'externe qu'est-ce qui se passe. Ce qui est clair, encore une fois, c'est que c'est chaotique. Chaotique, c'est aussi un qualificatif qu'on pourrait utiliser pour la relation entre Donald Trump et le président, le patron de la Fed, donc la Banque centrale aux États-Unis, Jerome Powell. M. Trump a encore interpellé M. Powell sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Nombreux sont ceux qui réclament des baisses préventives de taux d'intérêt, les coûts de l'énergie ayant fortement baissé, les prix des denrées alimentaires, y compris le désastre des œufs de M. Biden, ayant considérablement diminué, la plupart des autres choses ayant tendance à baisser. Il n'y a pratiquement pas d'inflation. Compte tenu de la tendance à la baisse de ces coûts, exactement comme je l'avais prédit, il ne peut pratiquement pas y avoir d'inflation, mais il peut y avoir un ralentissement de l'économie, à moins que M. Trop tard, un grand perdant, c'est M. Powell, ça, ne baisse les taux d'intérêt maintenant. L'Europe a déjà baissé 7 fois. Powell a toujours été trop tard, sauf en période électorale. Bref, il interpelle M. Powell pour baisser les taux d'intérêt. Pourquoi? Je laisse à Raphaël l'amoureux de la Fed dans notre duo. Bien, premièrement, d'un point de vue simplement de relations humaines, un simple message disant « Joyeuse Pâques » aurait pu suffire compte tenu du contexte. Une fois que ça s'est dit, il y a une partie politique qui joue là. Au-delà de la question de la politique monétaire, là, clairement, on voit les marchés boursiers qui sont en vrille depuis les dernières semaines et Donald Trump fait ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire essayer de se trouver un bouc émissaire. Dans ce cas-ci, le problème le plus fondamental, c'est qu'attaquer M. Powell aggrave le problème. Parce que s'il y a une chose dont les marchés financiers ne veulent pas, c'est davantage d'incertitude. Imaginez le signal qui est envoyé à partir du moment où on commence à se douter que le président américain, surtout ce président américain-ci, serait peut-être éventuellement en charge de la politique monétaire parce que soit il dégommerait M. Powell ou il mettrait tellement de pression sur lui qu'essentiellement ce dernier se sentirait contraint de faire ce que M. Trump veut qu'il fasse. Regardez comment le type gère la politique commerciale du pays depuis les dernières semaines. Imaginez s'il commence à dicter la politique monétaire. On augmente, on descend, on augmente, on descend non seulement les tarifs, mais les taux d'intérêt. Il y a ça aussi, là, dans cette équation-là. Puis on s'entend, Valérie, la Fed, la Banque centrale, c'est la même chose ici au Canada. Elle doit être indépendante du pouvoir politique, n'est-ce pas? Mais oui, puis elle l'est, en principe. Comme plein d'institutions américaines qui, en théorie, je mets ça en majuscule, doivent être indépendantes. Alors là, même de lui montrer la porte, de le congédier, est-ce que c'est légal ou pas? D'habitude, c'est quand il y a une faute grave. Est-ce que là, parce qu'on ne s'entend pas sur les politiques, on peut justifier de le faire? Alors ça aussi, ce serait intéressant de tester encore une fois, on le répète souvent, mais les limites de l'exécutif, ce que Donald Trump peut faire, est-ce qu'il peut vraiment le mettre à la porte ou pas? En tout cas, une chose est sûre, il n'est pas de bonne humeur, M. Trump, et il le laisse savoir très publiquement. Les amis, merci beaucoup. On se donne rendez-vous. C'est Véronique qui sera avec vous demain pour la prochaine semaine. Merci. Bonne journée.